Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons par vidéo interposée pour un nouveau Vie ma vie de Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Donc, vous connaissez Vie ma vie de Cadien, c'est une série de vidéos qui a pour vocation de faire découvrir des personnes, des projets, des associations en rapport avec notre hobby. Et aujourd'hui, je reçois en interview Théo, alias Argonos. Donc, cher Argonos ou cher Théo, que peux-tu nous dire sur toi, s'il te plaît? Tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir sur ton émission. Alors, on va pouvoir s'appeler par nos prénoms, hein, si tu préfères, donc Théo pour moi. Donc oui, je m'appelle Théo, je suis un artiste qui fait principalement de la cartographie et du dessin technique. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Et vous avez certainement déjà vu passer mon travail sur la chaîne de Phil avec cette cartographie de Tullianum que j'avais réalisée pour sa campagne. Donc je fais ce genre de choses chargées de détails qui me plaisent énormément. Je vis à Dijon depuis quelques années déjà. Et ben, globalement, j'arrive à vivre de mon art, donc je passe mon quotidien à créer ce genre de choses. Donc que ce soit pour des gens comme Phil qui ont des campagnes ou qui font du jeu de rôle et qui ont besoin de support visuel pour agrémenter leur partie, ou simplement pour les gens qui apprécient l'art et qui aiment comme moi la cartographie et les choses qui sont extrêmement chargées de détails. J'ai vu aussi, et c'est comme ça que je t'ai découvert, que tu faisais des portraits. Et oui. Des portraits, alors on le verra un petit peu plus tard, des portraits notamment, j'ai vu que tu en avais fait un de Creed, mais alors on envoie sa photo et hop, il vous... en fait, il fait, il fait comme l'intelligence artificielle, mais en mieux. C'est-à-dire que hop, ouais, il vous intègre. Plus lent aussi. C'est ça, il y a une période en fait où j'avais lancé un petit délire sur mes réseaux qui s'appelle Warhammer Is Me. Alors je suis très mauvais avec les noms, ne jugez pas. Et le concept était simple, c'était mes abonnés qui m'envoyaient une photo d'eux. Et une fois par mois, je réalisais 2 portraits en fonction de ces photos. Donc là, celle que j'ai dû t'envoyer, c'est voilà, c'est l'ami Quentin qui fait des arts martiaux sur Dijon avec moi et que j'ai illustré en commissaire impérial. Donc il m'avait envoyé une photo de lui où on le voit exactement... comme sur la photo du commissaire qui elle va revenir, son énorme barbe, ouais. Et c'est moi ensuite qui me suis amusé à lui mettre tout l'habit de commissaire. Donc comme ça j'ai pu faire des commissaires, des Space Marines, des gardes impériaux, des pilotes, des médecins, des sœurs, même je crois j'ai dû faire ma petite sœur en possédé de Slanesh. Comme ça j'avais vraiment tout un panel intéressant. Et alors c'est quelque chose que je fais plus, de faire des portraits de mes abonnés comme ça 2 fois par mois. Par contre, je prends encore les commandes pour le faire, donc ça peut tout à fait se faire si quelqu'un a besoin d'un portrait de lui-même, de quelqu'un qu'il connaît ou d'un PNJ. C'est quelque chose que je sais faire. Yes, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir le questionnaire que tu as reçu il y a quelques semaines. Alors première question, comment es-tu entré dans le hobby, par qui et à quelle occasion? Alors ça date énormément, je crois que j'avais aux alentours de 13 ou 14 ans quand j'ai connu ça. Donc j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans le hobby en fait, de manière directe ou indirecte en fonction des époques. Et il me semble que j'avais connu ça parce qu'à l'époque, dans mon collège, il y avait entre midi et 2 des clubs. Et il y avait un club Warhammer 40 000, donc quand j'ai vu l'affiche avec les petites figurines, les petits bonhommes avec leurs fusils, j'ai trouvé ça stylé. J'ai été voir et j'ai fait ma partie d'initiation avec des gamins du collège qui avaient mon âge. Et j'ai trouvé ça génial. Donc à partir de là, je m'y suis mis. Et je crois que ma première armée c'était l'Empire Tau avec leur tout premier codex où les couvertures étaient encore un peu dans un style un peu rétro, un peu pété, mais je trouvais ça joli. Et ouais, j'ai commencé avec les taux en les peignant comme sur le codex en camouflage désert. C'était vraiment la belle époque. Yes, et donc tu nous as pas dit ton âge, tu as 28 ans, c'est ça? 30 ans? J'ai 30 ans. 30 ans, d'accord. Ouais. Donc, parce que j'ai fait ça par recoupement, parce que tu as dit la moitié. Donc, ok, donc tu as commencé à 14 ans, d'accord. Est-ce que tu te souviens du nom des personnes? Pas du tout. On était quand même une bonne douzaine dans le club, mais alors je me souviens plus du moindre prénom de qui que ce soit. D'accord. Et c'était où? Peut-être c'était regarde. Ouais, j'allais y venir justement. C'était le collège Copernic à Saint-Vallier.
Oula. Donc s'il y a des gens du collège Copernic de Saint-Vallier qui se reconnaissent, qu'on fait du club Warhammer, salut, on s'est peut-être croisés il y a 15 ans. D'accord. Et Saint-Vallier, c'est où ça? Est-ce que tu vois où se situe le Creusot? Oui, alors c'est pas loin de la... Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est dans le coin de Chalon, c'est en Saône-et-Loire. D'accord. Chalon en Champagne, c'est ça qu'on dit maintenant? Non, Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, d'accord. C'est l'ultra campagne, hein. Personne ne connaît, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Moi, clairement, avec Warhammer 40 000, ce qui me plaît le plus, c'est l'aspect énorme et riche de l'univers. C'est-à-dire que je me souviens toujours la première fois, le premier contact que j'ai eu avec l'univers, je me suis dit, en fait, il y a tout dedans. Il y a l'humanité qui a un style ultra gothique religieux avec ces vaisseaux spatiaux qui sont presque des églises flottantes. On a des chevaliers d'espace avec les Space Marines. On a la menace alien qu'on ne peut pas raisonner avec les tyrannides. On a même un petit côté archéologique avec les nécrons. Enfin, Warhammer 40 000, en fait, c'est débile dans le sens où tout ce que vous voulez, c'est dedans. Et si on voulait en rajouter, en fait, ça passerait. Là, on pourrait tout de suite, tu vois, inventer sur un Camoulox le nom d'une race et d'un concept, elle serait valide dans l'univers, en fait. Et ça, c'est génial. On peut en faire ce qu'on veut. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi, je dirais, la quintessence, non pas Warhammer 40 000, mais c'est ce concept que tu viens d'évoquer, c'est la quintessence de la SF, en fait. Le vrai sci-fi, la vraie SF telle qu'elle est née sous la plume de Kadik ou d'autres, eh bien, c'est effectivement cette ouverture totale sur... c'est l'imagination sans borne, quoi. On peut... c'est exactement ça, ouais. Et paradoxalement, plus on va être dans un monde codifié, plus il va devenir restrictif. Et c'est la grande force de Warhammer 40 000 versus, par exemple, des univers de Star Wars qui sont tout de suite plus restrictifs en termes de race et ainsi de suite, même si Star Wars est très vaste, hein, bien sûr. Mais si on veut se référencer comment dirais-je, aux publications, eh ben, on voit tout de suite que Warhammer 40 000, ça peut partir dans tous les sens, quoi. Ouais, c'est ça. Puis l'avantage, ce qui me plaît aussi avec Warhammer 40 000, c'est l'aspect vraiment sombre de l'univers. Si on le compare à Star Wars, on est sur des échelles similaires. C'est la galaxie qui est le théâtre de jeu. Mais Warhammer 40 000, on a clairement un côté dystopique, voire même Lovecraftien, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans d'autres franchises. Et c'est tellement assumé que c'est devenu part de l'univers. Donc le côté vaste, plus le côté cauchemardesque, moi je signe tout de suite. Yes, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors, quel jeu pratiques-tu ? Dans l'univers de 40 000, en fait, je fais surtout du jeu de rôle. Donc je vais faire du Deathwatch, du Dark Heresy, du Only Crusade, ce genre de choses. C'est tout plus ou moins le même système, hein, avec des dessins, mais en reprenant l'univers de Warhammer 40 000. Donc on va jouer des gardes impériaux, des acolytes inquisitoriaux, des Space Marines. Et il m'arrive de temps en temps de faire quelques petites parties de figurines. Alors c'est entre 500 et 750 points. Donc des petites escarmouches tranquilles, hein, sans toutes les règles, parce que c'est un jeu qui est devenu très compliqué au fil des années. Sur du Age of Sigmar ou du Warhammer 40 000. Yes. Mais je fais beaucoup plus de jeux de rôle que de jeux figurines. Ouais. Eh bien, c'est une très bonne chose. Moi, je vais commencer par Warhammer Fantasy Battle, Warhammer Fantasy Roleplay, pardon. Donc voilà, c'est des... Enfin, j'ai commencé par Battle, mais tout de suite, assez rapidement, j'ai joué à Warhammer Fantasy Roleplay. Donc, et avec le système de descente et ainsi de suite. Ah ouais, ça marche super bien. Alors, quel est ton jeu préféré ? Si je devais vraiment en choisir un en jeu de figurines dans la franchise Warhammer 40 000, je dirais que ce serait Kill Team, parce que j'aime vraiment l'idée d'avoir une petite équipe d'élite à manager qui se bat contre une armée plus conséquente. Je sais pas si la plupart d'entre vous ont suivi la chaîne Mini Wargaming sur YouTube. Il y a eu une époque où ils proposaient un format de Kill Team un peu modifié où le joueur gérait une équipe de 5-6 Space Marines avec des statistiques modifiées,
et ils devaient se battre contre des armées de plusieurs centaines de points. Donc on avait vraiment ce côté chevalier d'élite qui allait poutrer 10 orques par round, et ça se passait super bien. Ça m'a beaucoup plu. Les plus gros formats, ça m'intéresse un peu moins parce qu'il faut tout de suite retenir énormément de règles, et comme vous le savez, le jeu est plutôt compliqué, donc vraiment en termes de figurines, moi je préfère quand c'est light, quand c'est sympa, on peut siroter une bière à côté, c'est cool. Oui, mais c'est intéressant parce que ça recoupe ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que c'est l'univers qui te plaît, donc le fluff, donc et c'est vrai que quand tu lis les bouquins Black Library, un Space Marine c'est un super héros quoi, déjà à lui tout seul, donc ouais, c'est ça. Alors combien d'armées as-tu? Alors d'armée, ça peut être des kill teams, hein, ça peut être des équipes de Blood Bowl, ça peut être voilà. Combien d'armées as-tu? Des projets peints, des projets aboutis. Alors une armée, c'est jamais vraiment totalement abouti, mais voilà. C'est ce que j'allais dire. Il faudrait toujours pouvoir en rajouter des caisses et des caisses. Mais en armée que j'ai eu terminée, il y a eu une petite force de l'Empire Tau. J'avais quelques équipes de guerriers de feu, un Murray, des Crisis et des Broadside, c'était sympa. Après, j'ai décalé sur de l'Eldar. Donc pareil, j'avais une petite force un peu combinée, mécanisée, et j'ai terminé en ayant des Dark Angel, je crois. Ouais, c'est ça, des Dark Angel avec des escouades tactiques et des Dreadnoughts vénérables peints en beige qui ressortaient bien de l'armée, c'était joli comme tout. Et c'était les vieux Dreadnoughts en plomb d'ailleurs, ouais, qui faisaient une toise et demie, vous jetez ça à travers une vitre, le truc passe au travers, c'est génial. Et là en ce moment j'ai une toute petite kill team de la Death Watch que en fait j'étais en train de custom pour que chaque Space Marine ressemble au Space Marine qu'on joue sur les tables de jeu de rôle. Mais c'est pas encore terminé, il manque des petits bits, et puis il manque surtout le temps pour me mettre dedans parce que c'est affreusement long. C'est ça, c'est un petit peu comme de faire de l'illustration, c'est affreusement long. Oui, voilà, on connaît, hein, les 1000 heures de passer sur les projets, on les connaît ici. Alors, combien de projets non peints ou des projets que tu aimerais faire? Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est finir ma kill team, et puis j'aimerais beaucoup avoir à titre de collection une petite kill team vraiment spécifique de chaque grosse faction. J'aimerais bien avoir par exemple une kill team de Necron où on a un Cryptek qui est entouré de constructs scarabs un peu étranges, une kill team Tyrannide avec des organismes vraiment modifiés, tout bizarres, pourquoi pas avec un thème aquatique, ça peut être sympa. Vraiment ce genre de projet presque artistique, plus que hobby en fait. Et en dehors de ça, j'aimerais bien, un de ces quatre aussi, mettre la main sur un chevalier impérial et faire quelque chose de joli avec. Un peu comme celui que vous voyez là sur le slideshow. D'ailleurs cette image, elle m'a gagné la 3e place sur le concours d'illustration de chevalier de la chaîne Adeptus Ridiculus. Vous connaissez sans doute aussi si vous suivez le Wargame. Je ne connais pas, mais je vais de ce pas, enfin pas de ce pas tout de suite, on va attendre de finir l'interview, mais oui, on va aller travailler dessus. Alors justement, j'avais une question avant de passer à la logique de projet du questionnaire. J'avais une question pour toi, justement ça tombe bien avec Elisa Volvolta là, que tu as mis là. Alors, je sais pas comment on peut arrêter ce slideshow, justement, je voudrais bien réussir à fixer pour qu'on soit pas... Alors regarde, en direct je vais réussir à faire un truc un peu moins pourri. Incroyable. Voilà. Merci la technique, merci Michel Drucker. Donc moi je trouve, quand je vois ce genre de production, je trouve qu'on est vraiment dans les productions que pouvait faire John Blanche dans les premiers codex, les premières versions de Warhammer 40 000 jusqu'à la V4, V5 en gros. Ouais. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est ça qui t'a inspiré, ou est-ce que c'est une conjonction qui a fait que ça se passe comme ça? Alors d'abord, énorme merci pour le compliment, parce que quelqu'un voit l'inspiration de John Blanche dans ce que je fais, vraiment ça me flatte, parce que le travail qu'il a fait ce type, c'est exceptionnel. Je pense que Warhammer serait pas ce qu'il serait aujourd'hui s'il n'avait pas eu l'influence de cet artiste. Quand vous retombez vraiment sur les vieux artworks qui sont faits à l'aérographe, à la peinture au crayon, vous avez vraiment la sauce de 40K, la sauce qui pique, qui est grasse et qui tâche.
Et j'ai vraiment essayé de garder ce côté, j'aurais même pas vraiment de mot au final pour le décrire, ce côté John Blanche, on va l'appeler comme ça. Hein. Bah, c'est ce qu'on dit Grimdark, on dit Grimdark ou on dit Blanchitsu, c'est ce qui se dit dans le milieu, quoi, on va dire, le côté Blanchitsu, j'aime bien, tiens, on va garder le Blanchitsu, bah, ça vient des White Dwarfs en fait. C'est dans les White Dwarfs qu'ils appelaient ça. Enfin, il y avait des petits articles qui s'appelaient ça le Blanchitsu. Donc moi je trouve que c'est pas mal, ouais, effectivement. À garder. Écoute, je valide le Blanchitsu. Ce sera désormais le terme officiel pour parler de tout ça. Absolument. Donc ouais, il y a clairement une influence John Blanche. Et en même temps, j'essaye de me rapprocher de postures qui peuvent être un peu plus modernes, un peu plus dynamiques. Absolument. Donc, et de techniques aussi qui sont plus colorées, plus contrastées. Le petit twist que je vais avoir, qui est surtout différent, c'est que vu que j'ai fait des études d'électronique et de mécanique au lycée, je vais essayer de temps en temps, vous le voyez peut-être légèrement dans le fond, de rajouter des détails qui peuvent évoquer des carnets de croquis ou de dessins techniques un petit peu à la Léonard de Vinci. Donc comme ça, vous avez, là en l'occurrence, vous avez vraiment le perso qui est central dans son effusion de couleurs qui semble sortir d'un portail warp ou sur fond magma. Et dans le fond, vous avez ce qui pourrait ressembler presque au croquis d'un magos qui a essayé de comprendre ce qu'il était en train de voir pour le documenter, avant, comme chacun le sait, de se faire exécuter par l'Inquisition, parce que faut surtout pas le laisser vivre après avoir vu une chose pareille. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu es trop jeune pour l'avoir vu. Mais en fait, les premiers, il y a beaucoup d'artworks dans les premiers artworks qui étaient faits par John Blanche, mais pas seulement. Mais comme j'ai bouffé le nom, vous m'en excuserez, vous le mettrez le nom dans ceux qui sont vraiment bons là-dedans, vous mettrez le nom en description. Je sais que Vince de Planet Wargame ça saurait ça sur le bout de les doigts. Il y avait effectivement déjà cette logique-là. C'est très intéressant parce que ça veut dire que les mêmes influences ou les mêmes comportements, les mêmes chemins amènent à la même réalisation. Et donc félicitations, parce que ça c'est quand même voilà c'est marrant parce que quand j'étais gosse, j'étais assez hermétique, je trouvais ça pas assez net, pas assez propre, et plus je vieillis, plus je me rends compte, le Trône d'Or et ainsi de suite, à quel point c'est riche en termes d'illustration et à quel point c'est ouvert et à quel point ça fait, c'est vraiment, ça fait travailler l'imaginaire en définitive. Voilà. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le côté vaste de l'univers, c'est qu'on peut aussi avoir différents types d'artwork qui vont très bien s'insérer dans ce qu'on fait. Si vous prenez aujourd'hui, admettons, les couvertures de codex, qui sont des œuvres d'art phénoménales, mais qui sont en soi assez nettes, et que vous les comparez aux anciennes illustrations, les deux restent valides en fait, les deux définissent toujours 40K. Et tout passe en fait dans cet univers, c'est ça qui est excellent. Je suis assez d'accord, même si le côté un petit peu BD, un petit peu trop Marvel de certains artworks actuel personnellement m'embête un petit peu, mais je peux comprendre, y a pas de problème. Mais je suis pas hermétique, attention, ça m'embête un petit peu, c'est pas un euphémisme de dire ça me fait chier, machin. C'est juste que tu préfères d'autres choses, quoi. Voilà, moi quand je dis ça m'embête un petit peu, c'est que ça m'embête un petit peu. Quand je dis ça me fait chier, c'est que ça me fait chier. Voilà, politiquement correct ne passera pas par nous. On mâche pas nos mots par ici. Voilà. On dit ce qu'on pense. Ouais, c'est parce qu'on n'est pas loin de l'île de Ré, alors on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. Bon bref. C'est circulaire, j'adore. Alors, on va continuer avec le projet perso. Donc, Argonos, l'illustrateur, plutôt que l'homme. On va parler du travailleur de l'ombre. Comment dire tout à coup, tout ceci devient très sérieux, attention. Ah ben oui, c'est ça. C'est quoi? C'est l'ouvrier du hobby qui est derrière la construction de la cathédrale, n'est-ce pas? Alors, l'homme caché derrière les piliers. Donc, ça c'est la raison de ta présence ici. Comment fonctionne ton projet? Comment tu le présentes aux gens? Comment on fait actuellement? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ton projet dans sa globalité? Puis après, on ira un petit peu plus dans le détail. Ok. Alors, le projet que j'ai, c'est avant tout un projet artistique qui ne va pas être du Warhammer 40 000, mais qui va s'en inspirer beaucoup dans les codes graphiques notamment. Ce que j'essaye de faire, c'est de développer un univers donc qui soit relativement vaste sans aller jusqu'à l'échelle de Warhammer 40 000, dans lequel je vais pouvoir faire évoluer des personnages qui vont me servir de prétexte
à étudier certaines choses artistiquement. C'est-à-dire que, si tu peux revenir sur la carte de Atoma Prime, s'il te plaît, qui va très bien illustrer le propos, même si c'est du Warhammer 40 000. Atoma Prime, c'est-à-dire? Tu veux dire Tullianum? Ah non. Oui. Non, c'est ou la carte Tullianum ou la... Voilà, celle-là, très bien. Parfait. Ouais, d'accord. Donc là, vous voyez, vous êtes sur un artwork inspiré du jeu Darktide, dans lequel on a, sur une des cinématiques, on a une scène dans le vaisseau. C'est son équipe d'explorateurs soldats sur la planète pour mener l'enquête sur ce qui se passe. Et globalement, dans l'univers que je suis en train de développer, on retrouve énormément cette idée de voyage et d'exploration, parce que mes personnages vont chercher à s'engager dans des sortes de croisades d'exploration pour vraiment être en phase avec les grands instincts qui les animent. Je vais avoir plusieurs factions dans mon univers, et celle que je suis en train de traiter principalement en ce moment, ce serait la faction plutôt militaire. Et les gens qui se rassemblent dans cette faction sont des personnes qui veulent étudier leur propre instinct de conquête et leur volonté de violence, sans chercher à y mettre un frein, mais plutôt en la laissant s'exprimer en menant des victoires sur des théâtres d'opération. Donc je vais, un peu à la manière d'un reporter de guerre, faire des cartes, des dessins et des portraits qui vont suivre la progression de ces soldats-là et qui vont relater, comme les commémorateurs dans l'univers de Warhammer 30 000, à l'époque de la Grande Croisade, ce qui se passe sur le sol. Donc mon but, ça va pas tant être de critiquer, comme pourrait le faire un artiste classique, voilà, dire que la violence c'est mal, tout ça, mais ce serait plutôt d'admettre qu'on a de la violence en nous, de voir à quoi elle peut mener, et de voir ce qu'elle peut laisser de beau derrière nous. Par exemple, certes, mener une guerre, c'est toujours tragique parce qu'il y a du sang, des morts, on ravage la planète, mais derrière, on laisse des noms, on rend des actes immortels et on entre dans l'histoire. Je vais donner un exemple très simple. C'est une logique un peu kantienne, oui. Quand même. Un petit peu, clairement. Je cherche vraiment pas en fait à lutter contre ce qu'on est, je cherche surtout à l'observer et à voir ce qu'on peut en faire de grand. Donc en laissant derrière soi un patrimoine qui est fait d'actes mémorables. C'est grâce à ces grands actes qu'on a retenu de grands noms dans l'histoire. Par exemple, Jules César a tué énormément de monde au travers de ses armées. Il a accompli énormément de choses et son nom est resté. Donc voilà, moi je suis vraiment pas dans la critique de ce qu'on est. Je l'observe, je l'illustre. Et c'est ce qui me permet de faire, comme vous voyez à l'écran, des cartographies qui sont extrêmement saturées, qui ont vraiment presque un côté pompeux, un peu antique, mais qui moi me plaît énormément. Yes. Ouais, bah ça c'est intéressant parce que on s'éloigne un petit peu effectivement du jugement de valeur pour être dans les... J'aime beaucoup ton idée de reporter de guerre ou d'itérateur, je trouve que c'est excellent. Et alors là on est dans ton projet artistique personnel, oui. C'est-à-dire que oui. Ce que tu fais là, peut-être, est-ce qu'il est à vendre ou pas, ou est-ce que c'est plutôt pour des galeries, ou est-ce que c'est plutôt pour un projet personnel global qui sera soit à vendre peut-être, parce que vendre c'est pas un mot sale, hein, tout travail mérite salaire. Oui, clairement, j'ai pas de souci avec ça. Donc, est-ce que c'est plutôt l'idée d'avoir, comme certains artistes vont avoir un triptyque, enfin un petit peu, moi ce que tu fais, ça me fait un petit peu penser à Wagner. C'est-à-dire que il y a un lien dans tout ce qu'il a fait en termes de symphonie, de machin, de trucs d'opéra et ainsi de suite. Et donc tu vas avoir des grands thèmes et il va par exemple travailler sur 5, 6, 10 œuvres qui vont être dans ce grand thème-là. Et puis après il va passer à un autre thème et ainsi de suite. Donc effectivement à l'intérieur de ça, eh bien on peut se procurer une de tes œuvres ou peut-être commander des choses. Et alors, ça c'est le deuxième pan. Alors, j'ai voulu que tu me répondes sur ce premier pan-là, c'est-à-dire que l'idée c'est quoi ? C'est de faire vraiment quelque chose de global sur une idée, et puis après de l'exposer et de... Comment tu vois ça ? Écoute, ce que tu dis créer avec Wagner, c'est exactement ce que je fais, c'est-à-dire que je vais partir d'un grand thème et le développer sur plusieurs œuvres, ce qui va me permettre d'avoir une pensée qui va devenir un peu plus mature à chaque œuvre que je fais. Là, si je vous passerai mon Instagram
que vous puissiez jeter un coup d'œil. Mais le thème que je suis en train de traiter en ce moment, c'est la volonté de puissance, la conquête et la violence. Et je le fais au travers de ce reporter de guerre qui suit cette faction militaire qui va accomplir ses exploits. Donc je vais faire peut-être une 10-15 œuvres dessus. Et une fois que ça finit, je passerai sur d'autres choses, toujours dans les instincts humains que je me contenterai d'observer sans critiquer. Donc le but du jeu, c'est qu'à la fin, il va y avoir un certain nombre d'œuvres qui vont être créées. Ces œuvres, je peux les proposer à la vente, les originales ou les reproductions. Je peux également faire des expositions, les mettre en galerie, etc. D'accord. Alors ça c'est intéressant aussi parce que ça c'est très prégnant, c'est-à-dire que le numérique est là et il y a la logique un petit peu à la Andy Warhol, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des reproductions numérotées de tes œuvres et aussi peut-être des reproductions numériques qui là aussi seront alors bien sûr avec des taux de facturation qui sont complètement différents, vous avez compris. Alors évidemment tous les liens seront dans la description, aussi bien ton Facebook, ton Instagram et tout ce qui permet de te contacter pour pouvoir justement voir ton travail et ainsi de suite et te suivre sur les réseaux. Mais de toute façon, nous, sur la chaîne, il est évident, enfin en tout cas c'est ma volonté, après tu feras ce que tu voudras, de te suivre et que si tu fais une exposition ou quoi que ce soit, l'idée ce sera évidemment de le suivre, de le relayer dans le JT avec les Vioques et aussi, pourquoi pas, puisque tu es dans une région que je connais, de venir te voir et alors si c'est à Dijon, mais si ça peut être ailleurs, ça pourrait très bien être à Paris, pourquoi pas au French Wargame Café, on ne sait pas. Donc et à ce moment-là de faire des choses ensemble, j'espère que en tout cas ce sera possible et qu'il n'y aura pas de frein à tout ça. Deuxième pan de la chose, du travail de monsieur Argonos, c'est le fait de faire des commandes, c'est-à-dire que les gens vont te commander un travail sur ce qui a été fait par exemple par la Minutoire pour Thulianum, on va le revoir ensemble, voilà. Ça c'est une commande, c'est-à-dire que la Minutoire, quand il a créé pour la chaîne d'ailleurs le système Thulianum, t'a demandé de faire l'intégralité du système à ta manière, si j'ose dire. Alors bien sûr, c'est légèrement orienté, et puis toi, après, tu t'exprimes là-dedans. Voilà, donc en fait, en fonction du client et du projet, je vais avoir différents niveaux d'exigence. Je peux tout à fait tomber sur un client qui va me dire « Salut, je veux un portrait de Space Marine, fais ce que tu veux ». Donc là, c'est carte blanche, je fais ce que je veux et je roule. Et à l'autre extrême, je vais avoir des clients qui vont avoir un cahier des charges de 40 pages et là, c'est extrêmement restrictif. C'est pas toujours le mieux d'ailleurs de venir voir un artiste avec trop de cahier des charges, ça l'empêche de faire des trucs. Et là, si je reprends l'exemple de Thulianum, j'avais exactement ce qu'il me fallait. J'avais toutes les infos techniques pour savoir où placer les planètes, leurs satellites dans le système, quoi mettre dans la bordure. Et en même temps, j'avais assez de liberté pour me faire mes délires et c'est ce qui m'a permis de faire une commande qui était aussi agréable pour moi. Donc il faut savoir que dans ma situation d'artiste, le travail de commande, c'est ce qui me permet de vivre, clairement. Tout ce qui est projet artistique personnel, j'en vends très très peu. Surtout des reproductions, des originaux, j'ai peut-être dû en vendre un ou deux en perso pour l'instant. Et ce qui marche surtout, c'est la commande, notamment sur des univers connus comme Warhammer 40 000. Donc là, Thulianum, c'était une commande pour toi. Le dessin avec Elisa Elvolta, l'adepte du Mechanicus de Khorne sur son Juggernaut, c'était une commande. Le portrait du commissaire, c'était pas une commande, mais ça a un peu compté comme parce que c'était un portrait sur photo. Et la cartographie de Atoma Prime, ce n'était pas une commande, c'était du perso. Donc vous voyez ce qu'on peut faire à peu près. Là, pour admettons le dessin de Elvolta, si tu peux revenir dessus, la personne m'avait simplement dit, voilà, j'ai un personnage de jeu de rôle qui est une adepte de Khorne du Mechanicus, qui est monté sur Chien de Khorne. Est-ce que tu peux me faire un truc sympa en faisant apparaître son épée qui est spéciale et puis elle a une grosse mécadendrite dans le dos. Son cahier des charges, c'était ça. Moi je lui ai dit ok, bouge pas, je vais te faire un truc génial et puis comme vous pouvez le constater, c'est absolument splendide, il en faudrait plus. En toute modestie, bien sûr. En toute modestie, évidemment, voyez-vous. Mais ouais, j'ai énormément de commandes pour beaucoup de choses différentes, hein. Ça peut être de la cartographie, ça peut être du personnage. Alors moi j'ai vu des trucs passer sur ton Instagram qui est passionnant.
c'était notamment des véhicules. Ah oui, les motos. Ouais, parce qu'on est. Alors, moi, j'adore. Alors d'abord parce que quand j'étais plus jeune, je voulais faire du dessin. Je voulais dessiner des bagnoles, en fait, faire un peu de dessin technique, tout ça. Puis bon, bah après, j'ai pas fait ça. On peut pas tout faire dans la vie. En tout cas, on peut pas tout faire bien. Moi, j'essaie de tout faire mal, mais je fais un effort. Et j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. Vraiment. Parce que quand tu t'intéresses un peu à l'automobile, comme j'ai pu le faire à une époque, ou aux courses de bagnoles et tout ça. Notamment dans l'historique, tu retrouves des croquis comme ça, des fois qui datent des années 50, 60 sur des voitures, soit des prototypes, soit des voitures vous savez, de salon ou des choses comme ça, et on retrouve cette patte-là, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est totalement futuriste, hein, même chez Pininfarina ou autre, il y a des trucs, ça peut pas rouler, quoi, tu vois, je veux dire. Mais et puis c'était fait à l'ancienne sur papier Bristol avec des marqueurs à encre et tout. J'ai vraiment essayé de retrouver ça et puis. Oui, le crayonné, le crayonné et le côté aussi quand du vrai dessin technique, c'est-à-dire que de temps en temps tu as, vous savez, tu sais ces stylos là qui marchaient à l'encre de Chine là, qui existent toujours d'ailleurs j'imagine, mais qui se bougent tout le temps là, les Rotring. Tu vois, et de temps en temps, tu as des lignes de Rotring et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai adoré ce que tu as fait là-dessus. Voilà. Et vraiment, tu vois, j'essaye de justement cultiver un gros panel de styles et de techniques. Je vais pouvoir faire du portrait comme le commissaire qui a presque un petit côté vaguement BD, mais qui s'inspire en même temps un peu de la peinture classique. Je vais avoir quelque chose de plus de John Blanche avec le portrait d'Elisa Volta. Je vais pouvoir faire ce qui va ressembler à du dessin technique avec par exemple le chevalier qui apparaît vraiment de face comme une pièce mécanique mais qui est en couleur. Absolument. Si tu as l'armure de la Deathwatch qui apparaît juste après, la transition va être excellente. Oh, parfait, excellent, incroyable, on dirait que c'est fait pour. Et genre également ce genre de dessin technique où toujours la pièce est vue de face, mais on a tout autour tout un tas de petits détails techniques avec des notes. Et là, on est vraiment dans le carnet. Et là encore, on a retrouvé dans les chapters dans ce qu'ils appelaient les chapters approved qui paraissaient dans les White Dwarf il y a plus de 20 ans, il y avait beaucoup de choses comme ça et donc c'est super sympa parce que c'est complètement dans l'esprit et donc c'est très bien. Alors on reprend sans transition, c'est pas facile de faire de transition. Comment aujourd'hui, alors on a expliqué comment te contacter, tu travailles bien sûr à plein temps sur ce projet, tu es à Dijon, tu nous l'as dit, ça fait combien d'années que tu fais ça historiquement, que tu fais ça? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que... factuellement, par rapport à Argonos, je veux dire, voilà, tu es à ton compte à plein temps depuis combien de temps quoi? Alors je suis à mon compte à plein temps et je réussis à en vivre depuis 2 ans et demi, 3 ans. Déjà félicitations. Avant ça, merci beaucoup, c'est cool. Ça fait 8 ans que je dessine sérieusement. Donc j'ai passé 5 ans à essayer d'en vivre et maintenant ça fait 3 ans que j'en vis. Mais je dessine depuis que je suis petit. Mais quand j'étais petit, je faisais ça à titre de loisir, sans forcément penser grand chose derrière. J'ai commencé à vouloir en faire quelque chose il y a 8 ans, et ça fait 3 ans que j'ai réussi à en faire quelque chose. Alors, j'ai bien parce que tu as répondu à toutes les questions qu'il y avait derrière. Donc félicitations. Voilà, parfait. L'efficacité à l'Argonos, merci beaucoup. Par contre, je vais quand même te poser la question de savoir d'où vient cette... Alors, d'où vient? Oui et non, parce que j'ai compris, c'est-à-dire que tu dessines depuis tout petit, quand tu étais en cours, j'imagine que quand les profs parlaient, tu dessinais, je l'ai fait aussi. Ton imagination t'emmène du haut de la page jusqu'en bas, par dessin intuitif, et puis au final, ça crée une fresque. Je comprends cette démarche-là, parce que j'ai eu la même. Et après évidemment les études qui vont avec, mais certainement toujours cette ambivalence de se dire mais est-ce que ça va réussir à me faire bouffer, donc est-ce que je pars plutôt sur une filière technique où je vais faire du dessin technique, ou est-ce que je vais, voilà, j'imagine que c'est ça qui s'est passé dans ta tête aussi à ces moments-là.
Ben pas tout à fait en fait. Initialement j'étais censé faire de la mécanique électronique. Donc l'aspect dessin technique industriel était présent mais très peu, était minoritaire. Mais en fait c'était des études dans lesquelles j'étais très malheureux. Et voilà. Les débouchés que m'offraient ces études derrière, pareil, me désespéraient. C'est-à-dire que mon père travaille dans l'industrie. Donc c'était normal pour mon papa de se dire que voilà, faut que mon gamin trouve un boulot dans quelque chose de sérieux, donc l'industrie aussi. Et je me sentais un peu comme condamné à finir dans ces milieux qui, moi, personnellement, ne me plaisent pas. Je connais des gens qui s'en sortent très bien, qui sont super heureux là-dedans, mais moi, c'est pas une sensibilité que j'ai eue. Et je cherchais un moyen de m'en sortir le plus vite possible. Et le moment de bascule, ça a été sur quand je faisais de la maintenance industrielle dans un parc d'attractions du Creusot, le parc des Combes, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment pas c'était franchement pas la joie. On va pas se mentir, on va pas dire les termes, mais c'était pas ouf. Et il y a eu un soir, je suis rentré, je me suis dit, voilà, concrètement, ma vie, là, je suis en embranchement, je fais quoi? Soit je reste dans la maintenance industrielle et je suis malheureux toute ma vie, soit je tente une échappée sur la droite pour sortir du peloton comme un dingo, et on voit ce que ça donne. Et au début c'était compliqué hein, quand même, les parents sont pas chauds, ce qui se comprend quand vous êtes parent, vous voulez pas que votre gamin parte dans un milieu artistique, parce que c'est vrai que c'est difficile de manger en faisant de l'art. Mais malgré tout, après, quand j'ai pu les rassurer en leur montrant ce que je faisais, que j'étais capable de ramener des sous avec, ça s'est très bien passé. Et heureusement que j'ai fait cette bascule, parce que sans ça, je pense que voilà, je ne serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Je serais un peu éteint, je pense, quelque part. Je ne serais pas accompli du tout. C'est assez intéressant. Donc, alors, comment t'es venu Alors, en fait, si je te pose cette question-là, c'est une question fermée, c'est pas très intéressant dans le sujet actuel. C'est-à-dire, comment t'es venu l'idée de créer ce projet. Mais en fait, ça paraît tout à fait logique, après tout ce que tu nous as expliqué, que ce soit, enfin, tu sais, la conjonction de tout ça soit la création de ce projet-là. Ouais, je peux éventuellement rajouter une petite précision qui peut être intéressante. Si par projet, on entend vraiment mon projet artistique personnel qui est de cartographier, d'explorer vraiment ce qui est l'humain sans le juger, pour essayer de savoir ce qu'on peut faire de bien de nos grands instincts. Je dirais que l'une des choses qui m'a beaucoup motivé, c'est le contexte actuel, dans le sens où, on l'avait évoqué vaguement tout à l'heure en rigolant, la bien-pensance, le politiquement correct. Tout ça, c'est des choses qui m'insupportent. Je trouve que les gens qui sont trop dedans, en fait, sont en train de se tuer eux-mêmes à petit feu. Et je pense que ils vont dans des impasses intellectuelles, c'est quasiment sûr. Je veux dire, c'est exactement ça. Ils vont se bouffer eux-mêmes. À un moment, ils seront plus assez extrêmes pour leurs propres potes, et ça va être le serpent qui se mord la queue. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté de parole pour tous, ils vont finir par... c'est 1984. Ils vont finir par mettre tout le monde dans des cases et tu n'auras plus le droit de rien dire. C'est le côté orwellien de la situation qui me rend absolument fou, en fait. Quand je vois ça, ça me rend dingue. Et qui s'accélère. Et qui s'accélère de plus en plus. Oui, puis qui devient atroce, hein, niveau censure et tout. Il suffit de... Enfin bref, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Non, mais justement, c'est marrant que tu dis ça, on va pas trop rentrer dans les détails, parce que justement, on ne peut pas rentrer dans les détails. On est obligé, chaque personne censée est obligée de s'auto-censurer tout le temps. Ça, c'est par le simple discours de remise au con qu'on a, on est peut-être déjà d'affreux complotistes. Regarde à toi. Non, mais moi, je suis trop vieux, donc c'est bon. Moi, je suis qu'un vieux con, et toi, t'es un jeune con. Donc, toi, tu bascules très rapidement dans le punk à chien. Hein. Bon, t'es gentil, t'es un artiste, donc tu te tais, et moi je suis un vieux con qui a raté sa vie, donc c'est bon. Donc on a le droit, parce que de toute façon on est stigmatisé d'entrée de jeu. C'est ça. Moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est créer la surprise. Tu sais, quand quelqu'un te dit qu'il est artiste, t'es à peu près sûr du genre de discours qu'il va tenir. Et moi j'arrive en disant, bah non, en fait, en nous on a une grande volonté de puissance qui est très nietzschéenne pour ceux qui ont cette référence-là. On a une violence qui a besoin de s'exprimer. La société, les gens, même l'amitié, c'est des rapports de domination. Et je pense que plutôt que de cracher sur ça et que de nier notre nature, il faut dans un premier temps l'accepter, et c'est en l'acceptant qu'on arrive à mieux la maîtriser pour en faire quelque chose d'intéressant, faire quelque chose de grand. Je pense que le but de la vie, c'est les mots vont peut-être sembler forts, mais vraiment je pèse mes mots. Le but de la vie de quelqu'un, c'est de devenir immortel par sa descendance et par ses actes.
Donc, en fait, faut réussir à faire quelque chose de ces 10 doigts, c'est primordial. Sinon, on meurt dans l'oubli et on n'est rien. Alors, on n'est pas forcément rien si on meurt dans l'oubli, hein, c'est pas le truc, mais en tout cas, ce que tu définis, c'est exactement la définition grecque de l'art, et alors de l'art pas comme on l'entend, parce que c'était pas tout à fait la même définition, mais c'est-à-dire que en gros on construit des pyramides non pas parce que c'est joli, on construit des pyramides parce que ça traverse le temps, et c'est et qu'est-ce qui fait la différence entre Maître Gims et Mozart, c'est qu'il y en a un qu'on écoutera encore dans 200 ans. Je vous laisse définir lequel. Et même si de son vivant, il a pas été forcément reconnu, c'est en fait, voilà, c'est de traverser des, à condition et bien sûr que la culture soit toujours prégnant, mais sans culture, je pense que l'être humain, il a pas grand intérêt et même pas grand avenir sur cette planète, soyons clairs. Oui, enfin, sans culture, l'humain, c'est pas l'humain, c'est un animal. C'est ce qui nous définit, c'est qu'on a une culture, une histoire, et c'est ce qui est beau. Alors, aujourd'hui, on va recadrer tout de suite. Hein. Bon, désolé si on a... Bon, après, voilà, hein, la chaîne, vous savez, on a le droit de dire tout ce qu'on veut sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire que lundi, ça commence, tes journées, jusqu'au dimanche soir, j'imagine. Ouais, je me lève, je dessine, je m'arrête pour manger, je vais au sport et je redessine, puis après je me couche. D'accord. Du lundi au dimanche. Et comment ça se passe avec tes proches? Donc tu nous as parlé de ta famille. Est-ce que tu vis en couple? Est-ce que ça fonctionne comme ça, ou est-ce que pas du tout? Tu préfères être tranquille? Je sais pas. Alors au niveau de ma famille, comme je viens d'un milieu qui est très ouvrier, très campagne, le fait de travailler dans la culture et dans l'art, au début, j'étais un peu l'alien de la famille. Ouais. C'était bizarre pour les gens, mais en même temps, il y avait énormément de bienveillance parce que c'est quelque chose qu'ils connaissaient pas, donc ils étaient curieux, ils voulaient en savoir plus. Et à leur manière, ils m'ont énormément soutenu aussi. Faut savoir que également, je suis quelqu'un qui est un peu têtu, un peu dans le défi. Et quand quelqu'un va me dire que attention, artiste, c'est dur, tu pourras peut-être pas en vivre. Tout ce que ça me donne envie de dire, c'est ah bah tiens ma bière, je vais te montrer si je vais pas y arriver. Donc grâce à cet environnement, j'ai pu avoir le sale caractère qui va bien pour m'accrocher et en même temps m'en sortir. Et niveau vie de couple, non, je suis célibataire et je pense que j'aurais du mal à réavoir quelqu'un sous le même toit avec moi, parce que vraiment le côté pouvoir bosser au calme, c'est vraiment quelque chose de très très précieux. C'est dur aujourd'hui d'être seul, vraiment seul au calme. Dans le monde dans lequel on a toujours quelqu'un à voir, il y a toujours des rendez-vous à faire. Alors si en plus quand vous rentrez vous avez encore quelqu'un, c'est parfois compliqué. Après je dis pas, je suis pas non plus fermé à l'idée de retomber vraiment amoureux, hein. C'est ça aussi d'être vivant, vous voyez, c'est les grands instincts, on y revient toujours, faut pas s'en cacher. Et si un jour, oui, il y a un coup de foudre qui revient, bah, je serais bien heureux de changer d'avis. Yes, alors, justement, et puis ce sera la dernière question sur le projet. Demain, quel avenir, quel objectif, quel but? Bah, j'imagine continuer, hein, parce que si ça fait 8 ans que tu le fais, et donc voilà. Ouais. Concrètement, je me vois pas faire autre chose. Faudrait vraiment me couper les deux bras pour que j'arrête, et encore, peut-être que je trouve un moyen de prendre avec les pieds ou la bouche. Mais vraiment ce que j'aimerais faire, c'est d'abord être connu en France, et puis par le message un peu unique que je développe dans le milieu de l'art, parce que le milieu de l'art ça n'a pas tendance à être ce genre de message, et aussi par la forme originale de mes œuvres, donc la cartographie à l'ancienne, quasiment plus personne ne fait ça. Ce que j'espère, c'est aussi connu dans d'autres pays mondialement. C'est une ambition que j'ai très concrètement, de pouvoir faire des résidences dans le monde entier, de voyager, que mon art soit connu dans tous les pays. C'est ce que je vise, c'est peut-être pas ce que j'aurai, mais je pense que le fait de viser très haut comme ça, c'est ce qui me permettra d'essayer de faire des grandes choses. Je veux au moins pouvoir dire que j'ai essayé d'avoir le maximum, et puis et si demain Nottingham te contacte, laisse-moi finir ma phrase, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Ouais. Si demain Nottingham te contacte pour faire une illustration d'un codex ou d'une illustration tout court, et te dit voilà, et te dit voilà, sachant qu'aujourd'hui la politique de Games, c'est de ne pas mettre en avant le nom des gens qui font.
Et c'est-à-dire que comparé à une époque où on connaissait le nom des sculpteurs, on connaissait le nom de ceux qui faisaient les illustrations, ainsi de suite, aujourd'hui on ne connaît plus du tout ni le nom des sculpteurs, ni le nom de ceux qui font les illustrations. Pour des problèmes, parce que Games ne veut pas partager à ce niveau-là. Est-ce que tu irais ou pas? Oui, sans hésiter. Enfin, sans hésiter. Je ferais genre le mec pas trop dispo pour faire monter les enchères au début, parce que Games, vu le prix innovant de leur foutue boîte de 10 Space Marine, je pense qu'on peut négocier un beau billet pour le dessin. Et une fois que le projet et si dans ta négociation, le mec il te dit oui mais monsieur, vous utilisez notre propriété intellectuelle. Oui bah écoute, je vais lui dire que j'ai peut-être pas le temps quelque part, il y a des limites aussi. C'est ça, et c'est dangereux quand même, parce que dans toute la logique, bon, on va passer à quelque chose de moins qu'un Space Marine, parce que voilà, là t'es à peu près tranquille. Ouais voilà, tu vois, sur En plus, il faut savoir que ce qui est cartographie à l'ancienne, si vous avez vu certaines publications des romans du siège de Terra sur internet, vous avez sans doute vu des cartes faites à la main. Elles sont faites par une italienne qui s'appelle Francesca Bairaldi, et cette nana c'est une de mes références absolues. Et vous voyez qu'elle arrive à vendre des cartographies comme moi je l'ai fait, et vraiment papier parchemin à l'aquarelle, à Game Workshop. Donc maintenant ce qui me reste à faire c'est devenir meilleur qu'elle et me faire remarquer. Je peux pas forcément meilleur, hein. Il y a aussi de la place. J'entends ta logique kantienne et nietzschienne, mais il y a aussi de la place pour plusieurs. Hein. Je veux dire, moi, ma logique, en tout cas pour la chaîne, n'est pas d'être le meilleur de ce pas possible. Mais il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Mais c'est de faire grossir le gâteau. Plus le gâteau est gros, plus les parts sont, plus on peut diviser les parts. Voilà. Donc je pense que le gâteau Game Workshop est bien gras. Mais oui, mais ça c'est ton côté moutarde de Dijon, ça, monsieur. Ah, toujours plus. Mais c'est vrai que, tu vois, même si on me proposait de travailler en collaboration avec cet artiste-là, mais je dirais oui tout de suite, parce que ce qu'elle fait, c'est ce qui m'a inspiré. Tu peux nous redire son nom? Francesca Bairaldi. C'est elle qui a illustré à la main toutes les cartes du siège de Terra, c'est une dinguerie. Et Bairaldi s'écrit comment? B-A-E-R-A-L-D. Ok. Bon, bah on mettra les liens dans la description pour que les gens puissent découvrir. Alors, on retourne... Je précise rapidement, tu précisais que Game Workshop, effectivement, ne mettait plus trop ses artistes en avant. Les gens qui sont vraiment intéressés retrouvent les noms. Vous voyez, maintenant, vous connaissez le nom de la dame qui fait les cartographies, mais c'est vrai que, malheureusement, alors que l'art, c'est quand même un aspect central de ce qu'est la franchise, les artistes sont plus autant mis en avant qu'avant. John Blanche, on se souvient encore de son nom. Par contre, par exemple, l'artiste qui fait les couvertures actuelles des codex, je crois que même moi j'ai un doute sur qui c'est. Je me demande si c'est pas un certain quelque chose Iglesias, un espagnol, mais je suis pas certain. Faudrait vérifier. Yes, c'est dommage que ça soit pas plus connu. Ouais. Bah, c'est une volonté de chez Games. Alors, on passe tout de suite à la suite avec donc un retour sur le perso. Tu nous as parlé de tes proches, de ta famille, voilà. Donc, tu as répondu à la question. Comment te vois-tu dans le futur en termes de hobbyiste? Alors ça, c'est important. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu deviendras un papy du hobby, à jouer à Kill Team avec tes nombreuses Kill Team que tu auras refaites, ou à continuer avec tes personnages justement qui nourrissent ton imaginaire, tes personnages dans le jeu de rôle, notamment dans l'univers de Warhammer 40 000, ou peut-être d'autres d'ailleurs? Ben écoute, ma réponse elle va être très simple. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'est mis au hobby, qui a aimé ça, puis qui a arrêté de le faire? Oui. Je pense que... Oui. Bah ouais, on en connaît plein, oui, bien sûr. J'en connais vraiment zéro. Bon bah du coup, très mauvaise question, mauvais exemple, c'est pas grave. Mais je pense que... Alors, très mauvaise réponse, parce que ma question, elle était très bien. Non, c'est ma question à moi qui a suivi la tienne. Mais ouais, je pense que concrètement, je serais toujours dedans en fait. Il y a trop de choses à apprécier dans Warhammer 40 000 pour juste laisser tomber. Et même si je suis plus dedans en termes de figurines ou de jeux de rôle, je serai toujours dedans en termes d'influence pour mon travail. Parce qu'il y a vraiment un ADN graphique qui me plaît beaucoup. Ouais. Alors quel est ton plus grand désir, mais tu as déjà répondu, dans le hobby? Alors dans le hobby ou dans ton boulot, bien sûr. Hein,
Alors, si c'est dans le hobby, dans mon boulot, ce serait d'avoir des illustrations à moi qui soient dans des ouvrages officiels de la franchise, ce serait génial. Bah, par exemple, les cartographies à la Francesca, ce serait super cool. Et dans le hobby lui-même, si on repart dans le côté jeu de rôle, j'aimerais bien, un de ces quatre, moi, devenir MJ puis faire ma propre table de jeu de rôle sur Warhammer 40 000. Ouais. Ah oui, d'accord, parce que pour l'instant, tu n'es que joueur, tu n'es jamais MJ. Ah ouais, je suis... Alors c'est ça qui est marrant, c'est que je joue avec peut-être une douzaine de personnes. Les 12 sont MJ, il n'y a que moi qui suis que joueur, donc quand ils me sortent des pirouettes de niveau 1, c'est pour amuser la galerie, moi je me laisse savoir à chaque fois. Du style, ah, vous êtes face à 2 portes, vos choix ont des conséquences, alors que derrière, bon, c'est un embranchement, on retombe sur le scénario. Mais moi, je trouve ça génial, je me fais avoir à chaque fois, c'est superbe. Et tu joues joues en association ou tu joues en... Parce que maintenant, il y a des mecs qui font en ligne aussi, beaucoup. Ouais, non, c'est vraiment... À l'ancienne, on se voit chez moi ou chez des copains avec nos feuilles d'en papier, nos crayons et nos dés. Puis on fait ça que entre copains. Par contre, on se connaît tous d'ailleurs et on reste entre nous. Puis de temps en temps, on inclut quelqu'un de plus aux tables et puis ça grossit petit à petit comme ça. Ça se fait à périodique irrégulière ou plutôt régulière? Ça dépend de la dispo des gens, parce que c'est pas toujours facile de réunir 6 personnes, mine de rien, quand on travaille, hein, avec les horaires, c'est pas évident. Ouais. Mais allez, peut-être que par mois, je peux faire entre 2 et 3 parties, donc ça fait quasiment une partie par semaine. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, ouais, comme tu dis. Alors, quel est ton meilleur souvenir, justement, dans le hobby? Ce serait ma chance au dé qui est juste stupide. Ce serait sur des... Alors c'est pas des souvenirs spécifiques, mais c'est des phases entières de jeu où je me décompose parce que le dieu des dés est contre moi. C'est-à-dire que voilà, vous tirez sous 2+, avec 20 dés, il y en a 6 qui touchent. Bon, vous dites que c'est pas grave, vous avez encore un plan en tête, vous lancez vos blessures sous 2+, il y en a qu'une qui passe, et puis l'autre en face, la save à 6 qui passe. Derrière, vous ratez un test de commandement, votre unité prend la fuite, enfin, c'est des trucs entiers comme ça. Mes plans de bataille sont solides. Par contre, après, il y a ce qui s'appelle le réel et les dés, et ça, de ce côté-là... Mais c'est pas du réel, monsieur, c'est de la théorie du chaos. Il faut, voilà, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu fais tomber ta biscotte, il y a des gens chez qui la biscotte tombe toujours du côté du beurre. Voilà, et il y a ceux chez qui ça tombe jamais du côté du beurre. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est le karma. T'es né pour, c'est ton Roger de Sisyphe. T'es né pour en chier, t'es né pour pousser ton bousier. Voilà. Je suis né pour souffrir sur les. Voilà, mais c'est normal, c'est normal. C'est-à-dire, tu ne peux pas échapper impunément au fait que tu es fils d'ouvrier. Donc voilà, c'est horrible, mais c'est comme ça. C'est les castes indiennes remis au goût du jour du 21e siècle. Oh, la malédiction qui est vraiment toute pourrie, hein. Tu vivras, mais tu seras nul au dé. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Tu vois, mais il y a un côté Warhammer 40 000, tu sais, comment Cité Ruche, Necromunda, quoi. Le mec, il s'en sort. Ouais. Il s'en sort, non, il fera pas, il sera pas un ruchier comme les autres, machin, mais au final, quand il réussira à respirer, ce sera quand même au prix de... Voilà, il sera à voir. Il respirera par une paille, quoi. Horrible. Bon, c'est bien sûr de l'humour, hein, vous l'avez tous compris. Voilà, on est dans le jeu de rôle, on est dans l'ambiance comme ça. J'ai oublié de te poser la question sur ton plus grand regret dans le hobby actuellement. Pour être tout à fait sincère, j'ai pas de regrets dans le hobby. Bon, bah, j'ai toujours pu pouvoir y faire ce que je voulais, avec qui je voulais. Ça s'est vraiment toujours très bien passé. Jamais rencontré de personnes qui m'ont mis de bâton dans les roues pour faire ce que j'aimais dans cet univers-là. Vraiment, c'est une très bonne communauté. Tout va bien. Yes. Et alors, tu nous as parlé donc de tes souvenirs dans le hobby, mais est-ce que tu aurais une anecdote quand même? Une petite anecdote, quoi. Tu te souviens. Un petit truc dont l'image me reste encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça me marque comme un espèce de cauchemar qui passe pas. J'étais en train de faire une bataille avec mes copains, donc moi je jouais tôt, puis lui, Louis jouait un écran avec son frère. On range les figurines et 3 jours plus tard, je ressors mes figurines et il me manque un guerrier de feu.
Et le guerrier de feu, je l'ai pas, je le cherchais, mais ça me rendait dingue. C'est juste un guerrier de feu, mais j'avais plus mon escouade qui était à 12, c'était l'escouade de 11 et ça me rendait dingue que ce soit pas un chiffre rond. Et c'était 3 mois plus tard, j'ai retrouvé le guerrier de feu. Il était dans l'allée où passait la voiture de ma mère, écrasé en fait. Donc j'ai retrouvé un guerrier de feu qui avait pris un écrasement de Dacia, était encastré entre 2 graviers, et je le vois encore me regarder avec son épaulette décollée puis son bras cassé. Je sais pas pourquoi ça me reste dans la tête, c'est horrible. la figurine qui était là. Je le vois encore me regarder avec son vagin sur le front et son casque coupé en deux. son casque avec la loculaire décalée, c'est horrible. Et ben voilà, un jour tu exorciseras tout ça et tu feras une illustration, bien sûr romantique, romani, je sais pas comment on dit, que tu auras retravaillé pour de ce guerrier de feu là. Et tu verras, tu n'y penseras plus. Il sera exorcisé. Je vais tuer ça, on voit, ouais, carrément. Alors, on va passer au portrait chinois, on va passer au bouillon de culture, on va passer au côté Bernard Pivot de cette émission, avec le questionnaire à la Proust, le questionnaire de Proust qui est revu et corrigé, le questionnaire chinois hobbyistique. Donc, c'est si tu étais, enfin si vous étiez, mais on va dire si tu étais, donc si tu étais un mot dans le hobby. Contraste, comme la peinture. Oh. Pourquoi ? Parce que je trouve que cette peinture, déjà les teintes sont très jolies, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils font. Et il y a ce côté simple d'accès. Si vous connaissez pas la peinture de figurines, si vous n'êtes pas super doué à ça, un coup de pinceau, vous avez déjà des effets. Et c'est un peu ce que je retrouve dans la cartographie avec moi, c'est que c'est pas un art qui est compliqué, ça demande juste de mettre quelques coups de pinceau et coups de crayon où il faut pour qu'on ait tout de suite un résultat qui soit intéressant. Yes, alors si tu étais un livre dans le hobby. Le Liber Xenologis, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un livre qui ressemble à ce qu'aurait écrit un aventurier documentaliste sur une expédition sur diverses espèces xéno. Et là, si vous avez suivi le début de l'interview, vous comprenez tout de suite en quoi ça m'intéresse, c'est qu'il y a ce côté document extrait de l'univers qui est très intéressant pour moi. Il y a Windows qui s'excite, je suis désolé. La réponse ne m'a pas plu. Non, c'est pas ça, c'est qu'il me dit attention, aujourd'hui vous avez une interview avec Argonos. Oh, heureusement que je m'en suis rappelé quand même avant qu'il me le dise. Donc, ok, bah ce bouquin, alors là, on va chercher. Tu peux nous redire le nom du livre parce que celui-là, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas dans ma bibliothèque. Liber Xenologis. Il est vraiment génial, franchement, il vaut le coup, c'est un très beau livre. Yes. Justement, si Games voulait ressortir ce genre de publication et faire appel à certaines personnes de talent. Je m'inscrirais carrément dedans. Ce serait vraiment le genre de boulot pour lequel je pourrais bien bosser, par exemple. Ouais. Alors, si tu étais un jeu, Kill Team. La petite team de chevaliers qui défie les hordes démoniaques, ça me plaît, c'est cool. Si tu étais une couleur. Le Nihilak Oxide. Alors c'est une technicale qui permet d'avoir un effet patiné sur le bronze. Ouais. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que les vieilles statues en bronze qui prennent l'oxyde, ça évoque le temps et les grands actes, les grands hommes. Donc encore en lien avec ce que j'étudie. Si tu étais une faction. Eldar, j'aime bien l'idée que chaque individu puisse vivre très longtemps en s'investissant à fond dans une voie qu'il maîtrise pour ensuite passer sur autre chose. Ça me plairait bien de vivre 10 000 ans pour faire de l'art. Voir jusqu'où je peux aller. Ouais, il y a un côté comme ça, justement. Ouais, tu façonneur de moelle, tout ça, ouais, effectivement. D'ailleurs, une question que je t'ai pas posée, mais es-tu un lecteur de la Black Library Mon dieu, tellement. J'ai tout un pan de ma bibliothèque, il n'y a que de ça. J'ai toutes les Résidorus, j'ai le siège de Terra, j'ai tout un tas de trucs à côté. Dès qu'il y en a un qui sort, je me jette dessus, j'adore. D'accord. Alors, on va le dire pour les gens. Par contre, tu pourras peut-être me faire une photo et l'envoyer, et puis ce sera l'occasion de le partager sur les réseaux. Mais pour vous dire, on voulait tourner la caméra pour voir justement la bibliothèque, mais en termes de lumière, c'était moins intéressant. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la bibliothèque derrière notre ami Théo. Alors, si tu étais une unité hors personnage.
Ben pour le coup là je saurais pas trop répondre à ça parce que ça fait un petit moment que je me suis pas plongé dans les codex. Donc alors vous dire quelle unité m'inspirerait plus qu'une autre. Toi il y a une unité qui te vient qui serait particulièrement liée à l'exploration, au mouvement, peut-être à la vitesse d'une certaine manière. Bah moi, comme tu te définis et comme tu te voilà, ce serait forcément un personnage de l'Imperium. Je te verrais bien en inquisiteur, mais pas en inquisiteur si méchant que ça. C'est-à-dire plutôt un de l'Ordo Xenos. C'est-à-dire ceux qui sont un petit... L'Ordo Xenos, en général, les autres, ils les aiment pas trop parce qu'ils sont déjà plus ou moins hérétiques, puisque certains inquisiteurs de l'Ordo Xenos se battent avec des armes Xenos. Oui. Et donc voilà, donc ce serait dans cet ordre-là. Alors, est-ce que ce serait un itérateur qui n'a plus le droit d'être itérateur, puisque au 41e millénaire, il n'y en a plus, puisqu'ils sont hérétiques. Donc voilà, il y aurait une petite logique comme ça. Moi, je verrais un petit truc comme ça. Et peut-être avec un membre bionique, parce qu'il y a un petit peu de mécanicus chez le personnage, mais pas forcément un truc qui serait guerrier, un truc qui puisse servir, tu vois. Voilà. Oui, une mécanandrite de prise de notes sur carnet, peut être par rigolo, exemple, mais qui ne l'empêcherait pas de faire son boulot, voilà. Super, j'aime bien. Ça peut faire un super perso illustré, ça, tiens. Bah écoute, je t'en prie, je t'enverrai mes tarifs. Et, alors si t'étais une unité, tu serais ça, mais le problème, alors en unité, je te verrais, ça c'est toi qui vois, mais en unité, je te verrais soit un guerrietto écrasé par une bagnole, mais soit en tout cas ça ce serait un personnage, peut-être. Donc si tu étais un personnage, qu'est-ce que tu serais? Celui qu'on vient de... Trazyn, sans hésiter. J'ai un musée, je collectionne des trucs et je suis un troll. Je signe tout de suite. En avant. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort? Physiologie transhumaine. Parce que je fais énormément de muscu et mon objectif, vous voyez, c'est de devenir aussi épais qu'un Space Marine. Pour à la fin sauvegarder tous les coups que je prends sous 4+. Donc allez, on va voir ce que ça donne. D'accord, intéressant. Si tu étais un bruit dans le hobby. Alors ça peut être un bruit qui est en rapport. Ça peut être un bruit qui est en rapport avec ce que tu fais dans le hobby. Hein. Parce que moi personnellement, j'aime beaucoup le bruit du crayon sur le papier. Mais... Il y en a un qui me vient, ce serait le soupir de voir que quand tu rolls D1, quand tu rolls 10 dés, il y a 10 1 qui sortent. Le oh. Ce bruit-là, tu vois. D'accord. Et enfin, si tu étais devant l'empereur ou Jarvis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu l'entendre te dire? Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le nom de la prochaine crypto-monnaie qui marche pour que je devienne millionnaire? Ce serait cool. Ah ouais, carrément. Donc, ok. Ouais. D'accord. Non mais attention, c'est l'empereur ou Jarvis qui te dit ça? Mais non. Ça, c'est toi ce que tu sais. Attention, on n'est pas dans la wishlist où tu demandes un truc où tu frottes ta lampe d'Aladin. C'est une question sérieuse. Alors, si c'était une question sérieuse et que je lui posais puis qu'il pouvait me répondre. Non, c'est pas toi qui poses une question, Théo. C'est lui qui te dit quelque chose. Tu poses pas de question. Tu vas devant l'empereur, le créateur, Jarvis Johnson, voilà, ton dieu, Nietzsche, Kant, j'en sais pas qui. Et c'est lui qui te dit quelque chose en corrélation avec ce que tu fais. C'est genre, il apparaît dans un rêve un peu fiévreux pour me livrer un genre de prophétie bizarre que je comprendrai dans 30 ans. Je sais pas, je pense que ça aurait peut-être un peu d'impact qui me parle de l'importance de temps en temps de savoir s'écouter puis de se reposer quand même, parce que si comme moi t'étais vraiment investi dans une passion, tu sais que la fatigue, le repos, tout ça c'est quelque chose qui peut vite passer au second plan puis qui est mauvais sur le long terme. Donc si je l'entendais de sa bouche lui, je pense que oui, je pourrais peut-être me calmer un peu niveau rythme et puis prendre le temps de souffler de temps en temps. Je pense que ça pourrait me faire du bien, ouais. En tout cas, moi si j'étais Jarvis Johnson et à la place de Jarvis Johnson ou de l'empereur, et que j'étais devant toi, je te dirais tiens, voilà le numéro de John Blanche.
Contacte-le de ma part. Il est encore vivant, John Blanche? Ah bah non seulement il est encore vivant, mais il vient de quitter Games Workshop là, c'est cette semaine, enfin pas cette semaine, mais il y a quelques semaines, quelques mois. Donc il était encore dans le giron de Nottingham. Et pour tout te dire, j'ai même des amis qui ont reçu un prix de John Blanche pour leur peinture de figurines. Et John Blanche, il est totalement contactable sur les réseaux sociaux, certainement même sur Facebook. Je sais que Jarvis Johnson l'est par Facebook. Donc moi, si j'étais toi, et si je m'occupais de ton travail, cher ami, et si j'étais ton impresario, eh bien, je prendrais contact directement en leur envoyant tout simplement ce que tu fais. Et tu serais, à mon avis, surpris, parce que ces vieux de la vieille là, ils sont restés avant tout des passionnés et des gens plutôt ouverts sur les choses comme ça. Donc sache je que... vais le noter un instant pour ne pas oublier, je ferai ça dès qu'on a raccroché. Est-ce que je vais tenter le coup avec eux. Sachant que John Blanche, je me rappelle, je sais plus, c'était une page Facebook qui existe toujours d'ailleurs, hein, de peintres, hein, où chacun mettait un petit peu ses peintures et tout. Il y a eu un petit concours. Et alors je sais plus si c'était le bistrot de la figurine ou un autre truc de ce genre-là, une autre page de ce genre-là. Et ben le prix a été remis par John Blanche, a été envoyé et signé de John Blanche à mon collègue qui est d'ailleurs sur la chaîne et qui fait des tutos de peinture en fast attack qui s'appelle, donc voilà. Donc incroyable. Donc non, ce sont des gens qui suivent les réseaux et croyez, et on a l'impression d'être dans notre coin, mais ils sont souvent prêts à donner un petit coup de paluche. Donc faut pas hésiter. En tout cas, mon cher Théo, bah, ce fut un plaisir, un vrai plaisir. Donc merci beaucoup de t'avoir. On sait que ça faisait un moment qu'on s'était contacté. On a pris le temps de faire les choses bien, je pense. Donc c'était vraiment sympa. Je sais pas comment tu l'as ressenti. Ça m'a énormément plu aussi, puis pareil, en interview, j'ai pas tendance à être super à l'aise, tu vois. Là, j'ai été super bien guidé du début à la fin, donc franchement, merci pour ton boulot, merci de me permettre de partager un peu ce que je fais. Et puis j'espère que ça va plaire aux gens qui vont regarder, que ça va les rendre un petit peu curieux, puis qu'ils viendront voir ce que je peux proposer d'autre sur mes réseaux. Yes, alors on mettra bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo. J'ai juste envie de te dire longue vie à tes projets. Je vous rappelle donc Argonos, créateur, illustrateur dans sa plus noble expression, on va dire, et illustrateur artiste. Mais le mot, enfin, je veux dire, artiste sur commande, artiste sur ses propres, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien le mot illustrateur dans son ordre premier. Et merci de t'être prêté au jeu pas si facile des questions-réponses de l'Ordo Hobby Stratum. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à les partager justement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout. Et surtout, dans votre communauté autour de vous, dans vos cercles de jeu, pour que, même si les gens te disent « Ah ouais, mais moi, Warhammer 40 000, ou ouais, le rapport de bataille, ça m'intéresse pas, ou ouais, moi, les machins en live, ça m'intéresse pas. » Il y a toujours le petit pouce, le petit abonnement est gratuit, faut pas se priver. Ça fait aussi tourner la machine YouTube et ça permet une meilleure visibilité et une meilleure rentabilité. Donc voilà, c'est pas... Voilà. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee. Les liens sont dans les descriptions de cette vidéo. Si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez de nombreuses... comment dirais-je, vous avez des avantages, de nombreux avantages qui peuvent être, par exemple, sur vos figurines One Games Workshop, chez click29-hobby.fr où vous avez moins 20%, chez Torek vous avez moins 15%, et puis c'est l'occasion aussi de créer du lien avec notamment aussi Proxywar, qui est un imprimeur 3D. Et qui sait,
si on va pas faire quelque chose avec Argonos, hein, pourquoi pas? Si les tipeurs pouvaient avoir un petit pourcentage dans leurs commandes chez Argonos, pourquoi pas? On n'en a même pas parlé parce qu'on n'est pas du tout dans le business dans notre discussion, mais peut-être qu'il y aura des surprises de ce côté-là. En tout cas, on sait pas. En tout cas, merci beaucoup à toi. Longue vie à tes projets à nouveau. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres Vie ma vie de Cadien et d'autres vidéos. Mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.